Faux départ, rebonsoir à toutes et à tous, ça arrive, ce sont les aléas du direct, indépendamment de notre volonté bien sûr. Nous sommes de retour sur le plateau de Fréquence ESJ du grand invité et donc je le disais, c'est exceptionnel ce soir comme émission puisque nous recevons Cédric Chaleret de Rieux. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ravi de vous retrouver finalement quelques minutes après cet incident. Président de l'Ordre de Malte, Oui. c'est un honneur de vous recevoir. On va évoquer beaucoup de sujets ce soir, on va balayer l'actualité, puis on va revenir aussi sur votre parcours personnel. Déjà, premier sentiment ici, dans ce plateau, dans ce studio, heureux d'être là. Heureux d'être là. Voilà, ça va être, je pense, une petite heure sympathique. Et puis le but du jeu, c'est d'essayer de faire connaître aussi ce que l'on fait, Ordre de Malte France, pour donner envie à nos auditeurs de nous rejoindre éventuellement dans nos activités. C'est le but aussi pédagogique de l'émission pour nos viewers, beaucoup de jeunes d'ailleurs qui nous regardent et on le verra d'ailleurs dans le déroulé de l'émission, des questions, on va axer aussi beaucoup sur cela, mais tout d'abord, et je salue Augustin, bonsoir Augustin. Bonsoir Augustin, Cédric, bonsoir Loïc. Augustin qui depuis un mois nous parle de cette émission chaque semaine, il avait grande hâte de la faire, c'est le grand soir. Donc on est vraiment très heureux de pouvoir... Et aussi parce que ce soir on intègre 2 reportages, c'est une première. On est parti en reportage avec l'Ordre de Malte, avec les équipes en maraude et en secourisme, et on va en parler bien après. De reportages que vous allez retrouver dans quelques instants. L'occasion pour moi de saluer Marco Bossu, de le resaluer une nouvelle fois à la régie. Bonsoir Marco, merci d'être avec nous ce soir et de donner de ton temps pour cette émission. On salue également Louis Sidbon, qui ne peut pas être là ce soir puisqu'il prépare une nouvelle émission Génération Municipale que vous retrouverez demain avec la nouvelle revue politique. C'est Benjamin Morel d'ailleurs qui sera l'invité. Il sera accompagné de Claire Leduc, que je salue également, et d'Arnaud Benedetti, grand journaliste que vous connaissez sans doute. Première partie de notre émission, le portrait. Il est fait par Augustin ce soir. Je t'en prie. Bonsoir Cédric, bonsoir Loïc. Donc prenez un homme capable de jongler avec les montages financiers, de la promotion immobilière le matin et de coordonner les secours humanitaires à l'autre bout du monde l'après-midi. Cet homme, c'est Cédric Chaleret du Rieux. D'un côté, il y a le directeur juridique dans l'immobilier, un expert du droit des affaires, rigoureux, garant de la conformité d'un grand acteur de la pierre. C'est sa face bureau, celle de la précision et des dossiers complexes. Mais ce qui définit vraiment le personnage, c'est ce qui se passe une fois la journée de travail terminée. Depuis plus de 20 ans, il n'a jamais quitté le terrain. Il a commencé comme secouriste dans le froid des maraudes parisiennes, au contact direct de la grande exclusion. Ce n'était pas une passade, c'était un engagement du fond qu'il a mené en 2021 à la présidence de l'Ordre de Malte France. À la tête de cette institution, il ne se contente pas de représenter, il pilote. Il gère l'association comme un grand corps social avec ses milliers de salariés et ses hôpitaux tout en gardant une parole publique très libre. On le voit sur les plateaux TV défendre la dignité humaine ou s'inquiéter des déserts médicaux avec la force de celui qui sait de quoi il parle. C'est sans doute là que réside sa singularité. Cédric Chaleret du Rieux fait le pont entre 2 mondes que tout s'oppose. Il met l'efficacité du privé au service de la charité sans jamais perdre de vue la réalité du trottoir. En somme, un manager qui a décidé des compétences juridiques qui ne serviraient qu'à bâtir des immeubles, mais aussi à protéger ceux qui n'ont plus de toit. Merci Augustin. Merci Augustin, très beau portrait. Monsieur Chaleret du Rieux, élogieux quand même. une réaction élogieuse. Ouais, c'est élogieux parce que c'est pas une... Enfin, c'est une équipe, l'Ordre de Malte. Augustin, tu l'as dit, c'est à la fois des salariés, on en a 2000. Puisque l'Ordre de Malte France, je prends souvent cette métaphore, on dit que le soleil se couche jamais sur l'Ordre de Malte France. J'ai commencé ma journée aujourd'hui, avant d'aller au bureau, avec un appel téléphonique avec la Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a des projets là-bas en Nouvelle-Calédonie, donc il faut surfer avec le décalage horaire. Et puis là, ce soir, c'était d'autres sujets après la journée de travail. Donc voilà, 2000 salariés, 14 000 bénévoles présents en France et dans 33 pays à l'international. Donc on se dit, tiens, l'Ordre de Malte France, ça ne rayonne que sur l'Hexagone ou sur les Dom-Tom. C'est pas vrai, puisqu'on est, comme on le dira tout à l'heure sans doute, dans toute l'Afrique francophone, à Bethléem, en Ukraine, en Madagascar, voilà. Moi, je passe mes vacances dans des endroits où personne ne veut aller, soit parce qu'il y a des guerres, soit parce qu'il y a des bidonvilles, etc. Mais c'est à la fois passionnant et à la fois enrichissant, et voilà, ça nourrit profondément. On en reparlera justement de l'Afrique.
On fera un focus là-dessus dans quelques instants. Première question sur l'ordre de Malte précisément. Vous insistez souvent sur le fait que justement cet ordre ne se contente pas de soigner le corps, mais prend en compte les dimensions psychologiques. Comment cette approche intégrale, finalement, se traduit-elle concrètement sur le terrain face à une détresse sociale de plus en plus présente? Alors, l'Ordre de Malte, c'est la plus vieille association humanitaire au monde. Je dis ça parce qu'on est né il y a plus de 950 ans, avant la première croisade à Jérusalem. C'était des pèlerins qui arrivaient, qui étaient dans un état lamentable, et il fallait donc les soigner tout simplement. Et c'était pas qu'à Jérusalem, c'était pas que des pèlerins, puisque c'était aussi les populations locales. Ça, c'est grande spécificité. Depuis 950 ans, on vient et on a toujours un hôpital qui est là. Et on a fait des découvertes importantes, puisque on a inventé la quarantaine, on a inventé les premières chaires d'ophtalmologie, on a inventé le fait de séparer les patients dans les paillasses, alors qu'à l'époque, tout le monde dormait sur les mêmes lits, ce qui n'était pas génial pour la contamination de microbes, enfin au Moyen-Âge, on ne le savait pas trop. Donc voilà, ordre de Malte, mais qui s'appelle ordre de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. La Terre Sainte tombe, on part à Rhodes, ça tombe à nouveau, et on part à Malte. Et c'est là où on s'établit derrière, jusqu'à ce qu'un petit gars appelé Napoléon vienne nous mettre dehors en allant conquérir l'Égypte. Et là, on a atterri à Rome maintenant pour le gouvernement de l'ordre. Parce que le gouvernement, parce que de toutes ces petites spécificités, on est un État. On a des passeports, on a des ambassadeurs et on arrive à faire de la diplomatie humanitaire partout. Ça, c'est pour le cadre. Et le cœur de la mission, c'est quoi? Comme vous l'avez dit, c'est de prendre soin des pauvres et des malades, sans distinction d'origine, de religion, d'appartenance sociale, d'appartenance culturelle, ethnique, etc. On soigne tout le monde. Dès qu'il y a un pauvre, dès qu'il y a un malade, on peut planter un petit drapeau, le drapeau que vous voyez passer sur l'écran, là, avec la croix à 8 pointes, là, et puis de se dire, là, je vais venir aider, je vais venir soigner. Et nous, comme vous le dites, on soigne tout le monde dans toute sa composante. Un patient, c'est pas juste de la chair d'un côté ou un esprit de l'autre, etc. C'est un ensemble. Si vous n'allez pas bien psychologiquement, votre état physique va s'affaisser aussi, et vice-versa. Et cette définition, c'est même pas la nôtre, c'est celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que, voilà, la santé, c'est la problématique médicale, pure, physique, biologique, mais c'est aussi le psychologique et aussi le spirituel. Et nous, pour nous, c'est important de prendre la personne dans sa composante. Et ça veut dire que quand on va voir un SDF, par exemple, sur le trottoir, on ne va pas se contenter de voir juste un homme qui a un problème de nourriture, ou on va le prendre aussi dans ses interactions sociales, voilà, parce que beaucoup de Français souffrent de cette solitude ou cet éloignement. Et plus que cette interaction sociale, on va essayer de le prendre comme si c'était notre frère, au sens même familial du terme, celui avec lequel on aurait vécu pendant toute notre vie. Et puis il y a ce petit truc en plus à l'ordre de Malte, c'est que, voilà, vous avez compris au blason, on est d'inspiration et on est catholique. Et donc nous on croit que, voilà, dans chaque personne, il y a une petite parcelle de divinité, et que même si on sert la personne qui est là, à travers elle, c'est le boss là-haut qu'on sert aussi. Donc ça met un petit peu le standard du service un peu haut, quoi. Vous voyez, on n'est pas là pour se contenter de faire le minimum, on va être là pour se dire, tiens, on va y aller à fond, et on va donner ses tripes, etc., pour que cette personne puisse véritablement retrouver sa dignité. Justement, sur la question des maraudes, si on met la focale dessus, juste avant de découvrir le tout premier reportage tourné par Augustin et Alice de Castelnau, qu'on salue également, vous avez dit il y a quelque temps qu'il y a beaucoup plus de pauvres sur les trottoirs. Vous ressentez qu'il y a un accroissement de cela. Quels sont finalement les nouveaux visages de la précarité que vos équipes rencontrent sur le terrain en 2026? Alors, il y a plus en plus de pauvreté. Alors, on la voit à Paris. Enfin, je veux dire, c'est même pas la peine de faire des études. Je pourrais vous sortir plein de chiffres dans tous les sens. L'INSEE le confirme, etc. Donc, ça, c'est pas compliqué à voir, mais on le voit même, nous, physiquement. C'est-à-dire que le pauvre sur le trottoir, à Paris, même qu'à Paris, il y en a plus de 5000, selon les recensements qui sont faits par la ville de Paris tous les ans, dans la nuit de la solidarité. Donc, il y a plus de 5000 SDF avec des profils qui varient. Ça va... du SDF, classique, qui a eu un accident dans sa vie, il s'est fait virer de son job, il s'est fait plaquer par sa femme, etc. Ou nouvelle migration aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent en recherche d'une vie meilleure, d'ailleurs. Et donc on voit que ce chiffre-là, moi ça fait 20 ans que je fais du bénévolat, j'ai commencé par des maraudes, je vois bien que des SDF, il y en a de plus en plus sur le terrain. Mais celle-là, j'allais vous dire, c'est la phase émergée de l'iceberg. Celle qui va le plus nous inquiéter, c'est la pauvreté cachée, la pauvreté rurale.
On a 380 activités de terrain en France aujourd'hui, plus 55 projets, avec des bénévoles essentiellement quelques salariés, mais surtout des bénévoles, alors ça va du petit-déj à la sortie d'une église le dimanche matin, en partant par une maraude de SAMU social telle qu'il peut en exister tous les jours à Paris, par exemple, et c'est là où on essaie d'aller aussi sur des maraudes médicales. Pourquoi ? Parce que c'est cette pauvreté cachée, c'est j'ai un toit, j'ai un métier, mais j'arrive pas à me nourrir, ou je vais sauter des repas. Ça touche les étudiants, on l'a vu pendant le Covid. Il y avait beaucoup d'étudiants qui sautaient un des 3 repas, ou après c'est de la mauvaise alimentation. Et qui dit mauvaise alimentation dit à terme du diabète potentiellement et ce genre de choses. Il est fréquent que des femmes, des mères de famille toquent au carreau de la maraude pour dire voilà, les fins du mois sont difficiles, est-ce que vous pourriez pas me donner quelques invendus pour nourrir mes enfants? Et pourtant, les enfants sont scolarisés dans des écoles à Paris, etc. C'est des gens qui travaillent mais qui dorment dans leur voiture. Et cette précarité-là, elle est très difficile à voir parce que la personne n'est pas sur le trottoir. Et la personne aussi encore je ne dis pas que le SDF n'a plus de fierté, parce qu'il a sa fierté, mais là, voilà, il y a encore un peu plus de sentiment de fierté, où on n'a pas envie d'aller tendre la main forcément, on a ce sentiment de honte, de dire je vais demander de l'aide. Et nous, ça va être toute la difficulté, c'est d'aller chercher, d'aller trouver ces gens-là. En Eure-et-Loire, donc à côté de Chartres, on a un médecin qui a arrêté sa carrière et qui s'est dit tiens, je vais faire des maraudes médicales. Mais il ne les emplit pas. C'est-à-dire que l'ambulance, avec un conducteur et le médecin, il va dans tous les petits villages pour voir des gens qui, malheureusement, se sont exclus du système de santé, donc ne sont plus soignés, ne reçoivent plus les aides, etc. Et nous, le but du jeu, c'est d'essayer de les reprendre et de les remettre dans le système. Et cette pauvreté-là, elle a explosé. Elle a explosé pendant le Covid, elle a explosé post-Covid à cause de l'inflation. Et aujourd'hui, vous avez le coût de la vie, alors même si l'inflation va un peu mieux cette année, vous avez le coût de la vie qui a fait comme ça, et de l'autre côté, les revenus des Français qui ont fait comme ça. Donc vous voyez bien l'effet ciseau, c'est-à-dire que pour les gens, c'était déjà difficile avant, et ça accroît cette pauvreté-là. Et là, ça va être le travail aussi de faire qu'il ne bascule pas, parce que s'il bascule de l'autre côté, il est extrêmement difficile de reprendre un domicile fixe et de le remettre dans la vie active. C'est extrêmement difficile. Donc le but du jeu, c'est qu'il ne décroche pas et qu'il ne tombe pas dans la spirale de la misère dans la rue. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez des établissements, notamment en région parisienne, je pense au Fleuron Saint-Michel, Ouais. qui est destiné justement à la réinsertion des SDF, c'est Ouais. ça? On a 2 péniches à Paris. Une qui est devant France Télévisions, qui fait de l'hébergement d'urgence. Donc quand vous êtes devant France Télévisions, vous verrez le petit drapeau. Et une qui est à Asnières, justement, où là on est sur une réinsertion plus long terme. La personne est en train de se remettre dans le système. Elle a trouvé, un métier, mais elle a besoin de trésorerie pour pouvoir prendre un appartement, mettre une caution, un dépôt de garantie, etc. Et donc là, on va, sur plusieurs mois, l'accompagner avant qu'elle ne puisse revoler de ses propres ailes. L'autre, c'est, donc vous avez compris, un centre d'hébergement d'urgence où la personne va rester 24-48 heures, on fait une mise à l'abri. Puis après, on commence à développer en province ce qu'on appelle des maisons de Malte, c'est-à-dire avec de l'hébergement. C'est le cas à Toulon, par exemple, où pendant l'hiver, les femmes peuvent venir dormir dans nos locaux ou dans d'autres endroits, à Mulhouse et autres. Bon, voilà, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de moyens aussi. Donc, on est aidé par les pouvoirs publics, mais c'est des projets à long terme qui avancent pas comme ça. Sur notre stratégie, la CAP 2025, qui vient de s'arrêter, là on est en train de réfléchir sur la future stratégie, on a fait 25% de croissance de nos activités en France. Okay. C'est-à-dire que grâce aux bénévoles, on fait 25% d'activités en plus. C'est énorme, 25% en 4 ans. On a bien augmenté ça. Et ce constat-là, il est partagé par toutes les associations, pour reprendre votre question, Loïc. J'étais avec Valérie Pécresse, là, elle avait invité toutes les associations d'Île-de-France, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, et on a tous le même constat. Le même constat, c'est oui, les besoins, ils explosent, c'est plus cher pour nous, parce que il faut aussi nous fournir en denrées qu'on va distribuer. Et de l'autre côté, on sent que la générosité des Français, elle s'érode. Ils ne savent pas quelles choses ils vont se faire manger d'un point de vue fiscal, ils ne savent pas parce qu'on a du mal à avoir un budget, ils sont inquiets sur l'avenir de point de vue économique, et donc derrière, quand il y a de l'inquiétude, il y a moins de générosité. Il y a moins de générosité, donc vous avez des ressources qui sont compliquées,
Et puis de l'autre côté, vous avez des besoins qui explosent. Donc vous voyez bien que derrière, la précarité, elle ne peut que s'enflammer sur le territoire français. Dans le cadre des municipales de 2026 à Paris, on va se concentrer sur la région parisienne, sur Paris. Est-ce que des candidats, Rachida Dati, Emmanuel Grégoire, vous ont sollicité justement pour parler avec vous de ces questions-là? Ouais, alors, avec les équipes d'Anne Hidalgo, on est en partenariat aujourd'hui parce qu'on est des acteurs dans la solidarité. On a ouvert une bagagerie dans le 19e arrondissement. On va en inaugurer une lundi prochain dans le 9e. Donc ça, c'est des rapports qu'on a toujours en permanence. Mais au moment alors, il y a deux moments où on voit bien les politiques, c'est quand il fait froid. Donc voilà, mais on voit bien aussi les journalistes. Donc voilà, parce que les gens sont gênés dans leur quotidien. Donc ils disent, ah oui, tiens, il y a peut-être que lui, il essaie d'être un petit peu plus dur pour lui. Donc c'est vrai qu'entre Noël et Nouvel An, j'avais fait pas mal de plateaux là, chez vos confrères de BFM TV, et je leur ai dit, j'en ai marre parce que tous les ans, on rappelle la même chose, quoi. Et tous les ans, ça bouge pas. Mais parce qu'il fait froid, ça fait un tilt auprès de tout le monde. Donc voilà, et puis après les politiques, oui, alors régulièrement quand même, je vous dis la mairie de Paris, voilà, et puis on a quelques candidats effectivement qui nous approchent des municipales parisiennes, et pour faire des activités avec nous, ou voir ce que l'on fait. Alors je les cite pas forcément parce que le but du jeu c'est pas qu'ils se mettent en scène. Oui, C'est-à-dire qu'on avait fait une action qui était géniale il y a 2 ans, avec d'autres associations. On avait proposé à tous les députés et tous les sénateurs de faire des maraudes de SAMU social, pour voir ce que c'était. Et là, c'était génial parce qu'ils ont tous participé. On avait toutes les étiquettes politiques, alors vraiment de toutes les étiquettes politiques, et on les avait sur le même podium, que ce soit celui du Rassemblement National, l'écologiste, socialiste, Modem, etc. Et ils étaient, enfin, je sais plus si Modem, Horizon, enfin bon, et ils étaient tous sur la même estrade, avoir été contents d'avoir partagé la même expérience. Mais la contrepartie, c'est qu'on leur dit, ok, c'est pas du folklore quand vous venez, c'est pas pour vous mettre en avant sur les réseaux sociaux et faire une story sur Instagram ou ce genre de choses. Donc voilà. Et donc ce travail de fond, oui, on l'a bien entendu tout le temps avec les politiques. D'accord. Et à ce sujet, quelles sont les sources de financement de l'Ordre de Malte et la part des dons privés dans ces financements? Alors, Ordre de Malte France, on est une association reconnue d'utilité publique depuis 1928. On existe dans notre forme actuelle depuis 1927, mais vous aurez compris qu'on existe depuis Mathusalem. On a un budget de 93 millions d'euros par an. D'accord. On a 4 métiers. On a 13 établissements médico-sociaux en France, donc 2 maisons de retraite, 2 EHPAD, des centres pour autistes et des centres pour polyhandicapés. Par exemple, on gère le plus gros centre de polyhandicapés de Paris. Du côté du métro Ourcq, sous les buttes de Chaumont, voilà, vous avez la Masse Saint-Jean où vous avez le plus gros centre de polyhandicap. Donc c'est des gens paraplégiques, tétraplégiques qui nous sont confiés. Ou alors un autre centre, par exemple à Auch, où là vous avez un centre de rééducation pour des gamins qui ont eu des graves accidents, donc ils sont gravement brûlés ou gravement traumatisés, et donc on fait la rééducation sur le long terme. Ce sont les hôpitaux de Toulouse et de Bordeaux qui nous envoient les pitchouns chez nous pour faire cette rééducation. Donc ça, c'est 13 établissements. Ça, c'est vraiment sous subvention de l'État, des agences régionales de santé, des conseils départementaux, et c'est vraiment même chez nous une comptabilité cadenassée sous tutelle de l'État. Puis après, vous avez les dons, les legs ou les subventions, le mécénat, les entreprises publiques, privées, et ça nous permet de faire 3 autres métiers que sont en France la solidarité et le secourisme. Donc la solidarité, c'est les 381 activités de terrain que je vous évoquais. Donc c'est la maraude médicale, c'est la maraude sociale, c'est le petit déjeuner, c'est la distribution alimentaire, ce genre de choses. Et après les activités de secourisme. Certains le connaissent bien. Le secourisme, c'est 1600 bénévoles qui, à travers le territoire français, vont faire des postes de secours. Quand vous avez, vous allez au salon de l'agriculture bientôt à Paris, et ce sera l'Ordre de Malte qui sera au salon de l'agriculture pour faire les secours. Ouais. Et vous y êtes chaque année? Oui, enfin ça fait un petit bout de temps qu'on est au salon de l'agriculture, ouais. Rétromobile ou alors manifestations sportives, les 24 heures du Mans ou ce genre de choses. Voilà, vous pouvez avoir les secouristes de l'Ordre de Malte qui sont là, ou des manifestations tout court d'ailleurs dans la rue. Et puis après, ça peut être aussi des gardes SAMU ou des gardes pompiers dans certaines villes, typiquement à Paris, mais je crois que vous avez un reportage sur le sujet tout à l'heure. Ouais. Donc vous appelez le 18 et puis vous pouvez aller voir des équipiers secouristes de l'Ordre de Malte rappliqués dans votre salon alors que vous avez appelé les pompiers, mais on a la même formation, à part le feu, mais pour le secours à personne que les pompiers. Et puis à l'international, on gère 15 hôpitaux. Donc là, on est dans des problématiques diverses et variées.
de négociation avec les États, parce qu'on vient vraiment au sein de leur service, de leur système de soins. Donc ça va de Dakar, si je prends l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à la Cisjordanie, si je prends le plus à l'Est. Et là, c'est 1 millier de salariés aussi qui arrivent pour nous. Parce que franchement, les hôpitaux, travailler avec des bénévoles, c'est pas possible. Il faut une stabilité dans les effectifs et puis des compétences aussi fortes. Parce que moi, j'étais surpris les premières fois où je suis allé en Afrique. Je m'attendais à une médecine à 2 vitesses. Alors oui, il y a une médecine à 2 vitesses compte tenu des moyens financiers que les gens peuvent avoir. Mais les professionnels sont excellents dans nos hôpitaux en Afrique. Justement, vous m'avez fait une formidable transition. Dans la perche. Exactement, et je la reçois avec grand plaisir. Augustin, c'est l'heure de notre premier reportage Ouais, que tu as on a- tourné avec Alice. Avant de le lancer, quelle leçon en tires-tu de ce reportage? Qu'est-ce que tu as appris sur le terrain? Donc nous, on est parti avec la délégation du 9e arrondissement. Donc il y a une délégation, enfin à peu près par plusieurs arrondissements, ouais, voilà, c'est en ça. gros. Et donc on a suivi 2 bénévoles qui font ça tous les jeudis. Et donc c'est vraiment partager un bon moment avec aider la personne dans la rue, le SDF, lui donner, voilà, ce soir c'était du café, avoir des boissons chaudes pour l'hiver, un pain au chocolat. Enfin c'est surtout apporter une présence auprès de ces gens-là. Et on va pouvoir regarder le reportage maintenant. On est parti donc avec Alice dans le 9e arrondissement. Il est 19h dans le 9e arrondissement de Paris. Comme tous les jeudis soirs, l'Ordre de Malte organise une maraude pédestre pour aider les personnes dans le besoin du quartier. C'est une maraude avec l'Ordre de Malte autour de la paroisse Notre-Dame de Lorette. Une maraude qui a lieu tous les jeudis soirs en fin de journée entre 19h et 20h. Et on fait acte de présence auprès des plus démunis du quartier. Voilà, apportant un peu de café, de thé et de soupe. Thé, Un thé, thé, un thé, Ah. ouais. Très bien. thé, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez du sucre? Douce. Oui, et j'arrive avec la touillette. Hop. Un sucre. Les 2 bénévoles nous racontent que la plupart des personnes qu'ils voient ce soir sont des habitués de la maraude. Merci. De rien. Et Nicolas, il n'est pas là? Hostel. Ah, Nicolas. Ah, là, il a cherché. Non? Non. Très bien. Bonne Bonne soirée, soirée, et monsieur. bon courage. Bon courage. Merci, bonne soirée. Bonne Au soirée. revoir. L'objectif étant de lier contact avec eux pour leur apporter un peu de chaleur humaine au cœur de cet hiver. Vous voulez combien de café? Il faut se protéger de la pluie, mais... Ce soir-là, en raison de la pluie, peu d'habitués des maraudes sont présents. L'Ordre de Malte ne rencontrera que 5 personnes. Bon. Bonne soirée, madame. Donc voilà, un petit reportage pour illustrer donc, les actions de Maraude. maraude, voilà, de l'Ordre de Malte. C'est la pédestre. Voilà, maraude pédestre, on a aussi des maraudes véhiculiers. Ah, mais il y a tout, il y a même des vélos, des tricycles, etc. Ah oui, ça, il y Ouais, a tricycle, tout. ouais, ouais. Et donc voilà, donc c'était un bon moment. Bon, il pleuvait, il n'y a pas grand monde ce soir-là. Voilà. Donc la maraude de 5 heures, hein. Tu as suivi pendant 5 heures les équipes. Alors non, les maraudes, là, c'est en général, ici, elle a duré 1 heure. D'accord. C'est une garde BSPP qu'on va voir après, Ok. qui a duré 5 heures. Ok. Là, ce qui est important dans le reportage, c'est quoi? C'est en vérité, alors, vous avez vu, dans les 381 actions qu'on a, il y en a certaines qui sont hyper sophistiquées. Bon, forcément, quand vous faites une maraude médicale, il faut un médecin, un infirmier, un stock de médoc, des instruments de torture, pour regarder les constantes du patient, et voilà, là, il faut du matériel, de la spécialisation, etc. Après, la charité, c'est ce que je dis souvent, c'est pas compliqué. Là, qu'est-ce qu'on distribue? Un café, franchement, sucre, etc. Mais c'est pas ça qui va être important. Le plus important là-dedans, alors si ça fait du bien à la personne qu'on va rencontrer, mais le plus important, c'est de redonner cette dignité à la personne que l'on rencontre. Moi, quand on voit des sans-abri dans la rue, déjà, ils ont l'impression d'être anonymisés. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Donc déjà, c'est de faire un sourire, dire bonjour monsieur, bonjour madame, c'est tout, ça s'arrête là. Pas forcément, pas besoin de donner une pièce, une clope, c'est bonjour monsieur, bonjour madame.
leur donner le sentiment de ne pas être effacés de la société ou de ne pas vivre en dehors de la société. Et là, à travers cette discussion que peut avoir le maraudeur avec la personne rencontrée, c'est au travers de cette discussion aussi qu'on va détecter les problèmes. Problèmes de santé. Ouais, bah non, je voulais du sucre. Ah bah non, parce que j'ai des problèmes de diabète. Ah bon, mais vous le soignez bien, vous le suivez bien correctement, votre diabète. Ah bah non, à vrai dire, je devais aller voir mon Toubib il y a 5 mois, mais j'y suis pas allé parce que j'ai perdu ma carte vitale. Voilà, pic. Et là, vous dites, non, attends. Et puis là, on se dit, ah bah tiens, j'ai une maraude médicale qui passe à Paris. Donc, ce serait bien, maraude médicale, que tu passes voir un tel qui est situé à telle rue, dans telle adresse, voilà. Et pour pouvoir le suivre. C'est cet ensemble dont Loïc, tu parlais tout à l'heure. Tu vois, mais c'est l'importance de prendre du temps. Moi, c'est ce que je dis souvent aux bénévoles, je m'en fous, je suis pas là pour gagner des parts de marché. On a fait 25% de croissance tout à l'heure, c'est super parce qu'on peut aider plus de monde, mais je m'en fiche. Je suis pas là pour dire, tiens, j'ai fait mieux qu'un tel, etc. Ce qui va m'importer, c'est la qualité qu'on va mettre dedans. Si c'est juste pour faire de la croissance pour la croissance, ça, j'en veux pas. Je veux vraiment qu'il y ait toujours cette qualité irréprochable. On dit depuis 950 ans, il faut que la maison offre ce qu'elle a de meilleur. Et quand on croise les SDF ou les pauvres, nous, à l'Ordre de Malte, on les appelle nos seigneurs, les pauvres et les malades. Voilà, ça c'est dans notre charte, c'est nos seigneurs, les pauvres et les malades. Donc, la petite parcelle de divinité, nos seigneurs, les pauvres et les malades, offre ce que la maison a de meilleur. Voilà, c'est le leitmotiv qu'on essaye de faire passer à nos bénévoles. Cette phrase, elle est beaucoup citée, notamment au pèlerinage de Lourdes international, donc qui réunit tous les malades des maisons, et pas que, je crois, et qui sont accompagnés donc, par des hospitaliers. Ça, c'est aussi une autre part de Malte. Ouais, c'est une autre facette. Tous les ans, début mai, on part, on est quasiment 10 000, hein, parce que c'est un pèlerinage international. Hein, comme je l'ai dit, l'Ordre de Malte, c'est dans 110 pays. Hein. Donc là, nous, on dit, en France, on est 14 000 bénévoles, mais en Allemagne, ils sont, je ne sais pas combien, parce qu'ils ont un budget qui fait 1,6 milliard. C'est une construction complètement différente. Après la Deuxième Guerre mondiale, le président allemand avait dit, bah non, on va donner la priorité à Malte, parce que bon, la Croix-Rouge, c'était un peu compliqué, ils avaient été un peu proches du pouvoir en place. Donc il y avait un peu de nettoyage dans les instances à faire. Donc voilà, donc, on a 54 000 salariés à travers le monde, Ordre de Malte, et plus d'une centaine de milliers de bénévoles. Voilà. Ça va des États-Unis, ça va jusqu'à Hong Kong, ça va... voilà. C'est marrant, tout à l'heure je vous citais par exemple l'Ukraine. L'Ukraine, on a à la fois des gens de l'Ordre de Malte en Ukraine forcément, puisque pour nous l'engagement fort en Ukraine il a commencé à la Première Guerre, il n'a pas commencé il y a 3 ans, il a commencé à la Première Guerre, quand il y a eu l'annexion de la Crimée, Et donc là on s'est dit tiens il faut qu'on forme au premier secours, comme des pompiers, au même niveau que les pompiers, les Ukrainiens. Et on a formé 12 000 personnes. Premier secours. Et donc là, ce sont surtout les associations qui étaient autour, les Polonais, les Hongrois, les Slovaques qui ont aidé. Et puis le jour où il y a eu les grandes migrations, où il y a eu des millions de personnes sur les routes, bah, toute l'organisation Ordre de Malte s'est mise en mouvement pour aller aider ces vagues de réfugiés qui arrivent chez nous. Là, nous, on va envoyer un camion, c'est les Polonais qui font ça, mais on leur a payé un camion pour amener des blocs électrogènes et autres en Ukraine, parce qu'il fait très très froid cet hiver, et que les Ukrainiens, voilà, il fait 5 degrés dans les apparts, et ils ont des coupures d'électricité, ils ont du mal à vivre avec. Mais on est aussi du côté russe. C'est-à-dire qu'on a aussi l'Ordre de Malte à Saint-Pétersbourg. Pendant la Première Guerre mondiale, vous prenez Verdun, il y avait des postes de l'Ordre de Malte du côté français et du côté allemand. Et moi j'ai même une petite anecdote comme ça, qui montre, et c'est toute la neutralité de l'Ordre de Malte depuis des siècles et des siècles. Et c'est aussi ce qui fait notre force vis-à-vis des pouvoirs publics et notre crédibilité dans la diplomatie humanitaire qu'on mène. J'ai un copain qui m'a dit, moi mon arrière-grand-père était allemand, hein, s'était fait prisonnier par les Français, il devait être fusillé, et quand il a décroché son col, il y avait une petite croix de l'Ordre de Malte en pendentif, et l'officier français qui était en face lui a dit « Ah non, je ne tue pas un confrère ». Et il a eu la vie sauve grâce à ça. Parce que les deux faisaient partie de l'Ordre de Malte des deux côtés. Les premiers axes de réconciliation franco-allemand, c'est justement à Lourdes, après la Deuxième Guerre mondiale, où, à travers le pèlerinage à Lourdes, voilà, les Allemands sont revenus faire des activités en commun avec les Français là-dessus. Donc voilà, c'est toute cette vieille histoire dont on peut s'enorgueillir, mais qui en vérité est toujours super présente
aujourd'hui et nous permet d'être de nos côtés. Je prends la Syrie. Nous, la Syrie, on a une implantation, les Français, depuis très longtemps à Alep pour aider. Et ben nos confrères allemands, eux, ils aidaient dans les zones rebelles, du côté en passant par la Turquie. Voilà, et ça nous permettait d'être des deux côtés de la ligne de front et d'aider de la même façon, de façon indifférenciée, des deux côtés de la ligne de front. Voilà, c'est toute la beauté de cette organisation, de la complexité, mais qui permet à la fin d'être efficace. Voilà, dès le départ, dès le premier commencement, on était au Rwanda pendant les événements, on était à Sarajevo pendant la guerre en ex-Yougoslavie, on était en Haïti, on était à Mayotte là pour Chido quand il y a eu l'ouragan. Voilà, c'est toutes ces actions fortes que l'on arrive à mener pour les populations. C'est absolument passionnant tous ces ressorts justement historiques et j'espère que, chers viewers, vous apprenez des choses ce soir. En tout cas, moi j'en apprends. Donc, si vous voulez savoir plus, il y a Nota Bene qui a fait une super vidéo historique. Donc vous pouvez la voir sur YouTube. Vous faites Nota Bene Ordre de Malte. Vous allez voir, vous aurez le résumé sur le commencement dans l'Ordre de Malte. Je vais la voir avec grand plaisir justement. Vous le disiez à l'instant, 14 000 bénévoles à l'Ordre de Malte. Vous dépendez donc de l'engagement citoyen. Observez-vous une difficulté depuis quelques années à recruter des jeunes? Ou est-ce que finalement le modèle du bénévolat d'expertise, notamment des médecins retraités, vous en parliez tout à l'heure avec le médecin de Chartres en Eure-et-Loire, suffit à couvrir vos besoins? Alors je ne vais pas vous faire du en même temps, comme un certain président homme politique, mais je veux vous dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une vraie générosité, et en particulier des jeunes. Ça, on l'a senti pendant le Covid, on l'a vraiment vu. Bon, alors, en même temps, c'était pratique, on avait un laissez-passer, comme ça, on pouvait sortir de chez soi et pas être coincé dans son appart. Mais il y a une vraie générosité des jeunes. Après, c'est normal, on se marie ou on a son premier boulot, on est pris par d'autres occupations, et donc là, il y a un petit trou d'air. Et le but du jeu, c'est de se dire, tiens, j'ai semé pendant que j'étais étudiant ou jeune pro, puis après, derrière, quand je serai un peu plus établi, je vais revenir. Voilà. Mais alors que celui qui est plus âgé, plus établi dans la vie, il est, voilà, il a plus de temps à pouvoir éventuellement donner sur du long terme. Mais on a un bénévolat qui est assez jeune, je crois qu'on a une moyenne d'âge de 44 ans. Okay. Et si je devais dire, il y a plus de femmes bénévoles que d'hommes. D'accord. Donc voilà, les jeunes femmes et les femmes, tout simplement, sont plus généreux que les hommes en matière de bénévolat au sein de l'association. Et comment vous expliquez ce phénomène? Il n'y a pas forcément parce que les femmes sont mieux que les hommes, ça tout le monde le sait. Donc voilà, mais non, il n'y a pas vraiment d'explication, parce que même dans le secourisme, je vois où on pourrait se dire c'est quand même un peu violent de temps en temps, et puis il faut faire un peu d'haltérophilie quand on est avec un brancard sur 7 étages. Voilà, les jeunes filles répondent et sont là et motivées, donc ça c'est plutôt bien. Donc moi, après j'invite tout le monde. Moi j'ai commencé par ça. Hein. Je suis arrivé à Paris, j'avais fait du scoutisme quand j'étais jeune, ok, très bien. Je suis arrivé à Paris, j'ai commencé à bosser. C'était les sorties en boîte de nuit, c'était la fiesta, c'était les déplacements pour le boulot. Puis au bout de 2 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu donnes comme sens à ta vie? On se lasse vite de cette c'est rigolo, mais bon, voilà. Et puis, je me dis, tiens, essaye les petits-déj. Là, il y a Notre-Dame, donc c'était juste derrière Notre-Dame. Vous voyez, on a un petit déjeuner. Alors là, plus trop, parce qu'il y a encore des bungalows. Mais juste à gauche, là, de Notre-Dame, on avait une tente, là, depuis 25 ans. Alors maintenant, elle est à l'Hôtel-Dieu, là, en attendant que les travaux soient finis. Et on accueillait des SDF tout le temps. Et c'était tenu par les jeunes. Parce que dans chaque délégation, on essaye d'avoir un groupe de jeunes. C'est sûr, quand on a entre 18 ans et 25 ans, on est bien, on préfère être entre jeunes de 18 et 25 ans et pas se retrouver avec des vieux de 60 ans ou de 48 ans dans mon genre. Donc voilà. Et on se fait manger le doigt, puis après la main, puis après l'avant-bras, puis le bras en entier, puis après on termine président, quoi. Aucun regret. Non, mais c'est prenant quand même. Hein. C'est prenant, bien sûr. C'est passionnant, mais c'est exigeant. Il faut de la bande passante. L'Ordre de Malte, c'est une des premières associations qui a proposé des formations au grand public. Quelles formations vous offrez au grand public? Alors, comme la Croix-Rouge ou la Protection civile ou autre, on est agréé de sécurité civile aussi.
Donc là, on propose déjà tout le catalogue des soins. Alors ça va les gestes qui sauvent. Ça c'est une formation sur quelques heures pour apprendre le B à bas de je suis dans le train, quelqu'un fait un arrêt cardiaque, je vais chercher le PSC1. Ah, c'est même encore au-delà le PSC1. Après, ça c'est vraiment les gestes qui sauvent. Donc il faut que j'aille chercher le défibrillateur qui est au bar de la rame TGV pour aller le poser. Bon, voilà. Ça c'est vraiment les gestes qui sauvent. Après, il y a le PS5 sur une journée. Alors là, c'est les premiers secours. Pour monsieur et madame tout le monde qui sont chez eux. Voilà, j'ai un enfant qui a avalé une cacahuète de travers à l'apéro et il risque de mourir parce qu'il va s'étouffer. Donc comment je fais la technique pour désobstruer les voies aériennes. Donc ça c'est... Et puis après, pour ceux qui veulent encore plus, et ça c'est ce qu'on appelle le PSE1 et PSE2, là ça vous donne de quoi faire du secourisme en équipe, donc ça veut dire des postes de secours ou des gardes, que ce soit pompiers ou SAMU, au sein de la structure. Donc ça c'est ces formations-là. Après, pour nos autres bénévoles, on dispense un certain nombre de formations, tout simplement pour les aider. Le délégué qui est le chef départemental, parce que grosso modo, dans les grandes villes c'est par arrondissement ou en province c'est des départements. C'est un petit chef d'entreprise, quoi. Pour certains, ils ont 300 bénévoles, ils ont un budget à gérer qui peut être conséquent, des activités, du matériel, rechercher des subventions, aller parler avec les politiques, etc. Donc là, pour ça, il y a tout un catalogue de formations proposées. Voilà, j'étais dimanche à Lyon, je suis allé voir le petit déjeuner qui est à côté dans le vieux quartier de Lyon, là, à côté de la cathédrale. Bon, il y avait des résidents, on va dire, qui étaient assez animés, turbulents, voire un peu agressifs. Et les bénévoles qui me disent « Ah ouais, mais ce serait bien qu'on ait à nouveau des formations pour savoir gérer ce genre de situation, etc. » Donc ça fait partie du catalogue. J'ai dit « Celle-là, il faut la réenclencher. Il y a dû y avoir un turnover de bénévoles. Il faut que les gens soient à nouveau motivés pour... motivés, non, ils le sont, pardon, c'est pas le bon terme. À la fois, initiés sur les techniques pour faire redescendre la mayonnaise, quoi. Vous avez évoqué les gardes BSPP et SAMU. On va pouvoir avoir le deuxième reportage. Donc j'ai suivi une garde BSPP à Paris. Quelle caserne? Du Colombier. Vieux Colombier, ça c'est Colombier, c'est ça. On était, donc pendant 5 heures, on a suivi donc une équipe de secouristes, ils étaient 4. Et donc, vous l'avez dit, ils font la même intervention que les pompiers. Et on va pouvoir voir ce reportage tout de suite. Augustin et Alice. Tout seul. Il est 8h30 lorsqu'une équipe de l'Ordre de Malte est appelée pour une personne qui aurait fait un malaise sur son lieu de travail. Sinon sur l'autre bras, comme vous voulez. Vous voulez sur quel bras? Sur place, chacun a son rôle. Les deux équipiers secouristes prennent en charge la victime, le conducteur lui s'occupe du matériel nécessaire et le chef d'équipe recueille les témoignages et régule au médecin des pompiers. C'est les secours là, il va falloir aller à l'hôpital. Laisse-moi dormir. D'accord? Je peux dormir? Dans le brancard. Laisse-moi dormir. Après la prise en charge, la décision est prise de la transporter à l'hôpital européen Georges Pompidou à une vingtaine de minutes. Maintenant, vous restez avec nous, hein. Voilà, c'est très bien comme ça. C'est super. Mettez vos bras dessous votre manteau. Voilà. On est à l'hôpital. Au revoir, madame. Prise en charge par les services hospitaliers, elle y passera des examens complémentaires. Les secouristes, eux, procèdent à une désinfection obligatoire, puis retournent à la caserne en attente d'une prochaine intervention. Mais l'attente sera de courte durée. 5 minutes plus tard, ils sont appelés pour une personne sans domicile fixe qui, selon des passants, se plaindrait de douleur. Mais sur place, fausse alerte. Cette personne, connue de la caserne, n'a finalement pas besoin d'aide. De retour à la caserne, l'équipe procède à la désinfection totale du véhicule. Elle ne sera plus appelée pour le reste de la soirée et rentrera finalement au local de l'Udium 75 à minuit et demi,
après 5 heures de garde avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc voilà, petit reportage, on a passé 5 heures dans la caserne du Petit Colombier, du Vieux Colombier. Vieux Colombier. Le Vieux Colombier, ou Kobe pour les Kobe intimes. pour les intimes. C'est Voilà. ça. Et une inter, c'est pas beaucoup, hein, parce que d'habitude, Ouais. les équipes qui sont là-bas sortent beaucoup plus. En fait, ils ont beaucoup tourné la journée, je crois. Mm. Et quand on est arrivé, il y a le creux. Ah ouais, celle que j'aime faire, bon, c'est la garde du 14 juillet la nuit, parce qu'il y a les balles. Et donc, dans cette caserne-là, il y a une piste de danse qui est organisée. Et donc, nous, on vient en renfort, donc les pompiers, donc ça permet aux pompiers de faire la fête, et puis nous de rester là, actifs et prêts au départ. Et donc, quand il y a des interventions, comme on n'entend même pas la sonnerie à cause de la musique, donc là, ils coupent le son, puis ils font départ, ordre de Malte, etc. Et là, on galope pour partir à l'ambulance, donc c'est assez marrant. C'est un poste de secours où la musique se termine à 4h du matin. C'est plutôt assez rigolo à faire comme poste de secours. En parlant de poste de secours, L'Ordre de Malte était présent au JO donc, Ouais. de Paris. Vous étiez au Grand Palais. Oui, Vous avez entre suivi, Entre autres. entre autres, oui. Quels sont comment vous avez préparé ce poste qui j'imagine est exceptionnel? Alors, Et- on a été dans un groupement avec la Croix-Rouge, la FF2S et d'autres associations, parce que les JO c'était quand même un gros morceau, parce qu'on était à Paris, donc effectivement on a assuré en leader le poste de secours sur le Grand Palais où il y avait des épreuves d'escrime et de taekwondo, à la fois pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, parce qu'on avait les deux. Donc voilà, avec une belle participation du public aussi pour les Paralympiques, ça c'était super parce qu'on s'attendait à ce que ce soit bien moins, mais la fête continuait à Paris. C'était assez magique. Et puis après, on avait d'autres épreuves, que ce soit dans les courses VTT, dans les Yvelines ou dans les stades de foot, à Nantes, à Lyon, sur le territoire. Donc c'est un gros travail avec les pouvoirs publics, hein, c'est une énorme logistique. Ça s'est super bien passé à la fin et je pense que vraiment les pouvoirs publics étaient hyper contents du boulot des associatifs en règle générale. Donc ça c'est vraiment bien parce qu'il y a en même temps, en parallèle ou juste avant, juste après, il y avait quand même aussi un certain nombre de postes de secours qui se tenaient aussi en France, des festivals qui n'avaient pas été annulés ou ce genre de choses, et qu'il fallait être présent. Donc c'est vrai que les bénévoles ont été très très engagés, on va dire. Alors on tournait, il y avait des équipes sur le terrain, donc ça permettait quand même de voir des épreuves. Des épreuves véritablement comme ça, prendre à l'issue et en dehors des espaces réservés, de prendre des selfies avec des athlètes. Moi je me rappelle, on s'était fait des selfies avec l'équipe de France qui avait gagné par équipe, puis qui était médaillée d'argent, etc. Donc c'était des moments magiques. Et puis tout le monde se disait, oh là là, ça va être la catastrophe à Paris. Alors c'est vrai que les Juifs n'avaient pas vraiment bien commencé parce qu'on était sous les seaux d'eau pour la cérémonie d'ouverture. Après, ça a été une grande fête pendant 15 jours et c'était absolument magique. Et d'ailleurs, les comités olympiques a mis en avant le travail des secouristes dans leur ensemble, puisque sur leur site internet, ils ont publié différentes vidéos pour montrer le travail bien qui avait été fait, lors de ces Jeux Olympiques. Et ça me fait faire juste un petit saut par ailleurs, parce qu'on a nos activités en France, mais justement ce savoir-faire, on essaie de le faire savoir à l'extérieur et de former. Et typiquement sur l'île Maurice, on envoie des secouristes de l'Ordre de Malte France pour former au premier secours des secouristes de l'Ordre de Malte Maurice, avec des référentiels français qui sont maintenant reconnus par les autorités mauriciennes. Donc régulièrement, on envoie des formateurs de formateurs là-bas pour les aider. Ou on en envoie aussi en Mauritanie, où ils sont en train de créer un embryon de SAMU. Donc voilà, c'est toujours cette grande famille qui se ramifie et qui n'est pas cantonnée aux frontières françaises. En parlant de secouristes, ils sont dans des UDIOM, donc c'est des unités départementales d'intervention de l'Ordre de Malte. Ouais. Il y en a combien en France? Ah, bonne question. Je crois 44 aux dernières nouvelles. Ouais, et ils sont du coup présents. J'ai eu droit à l'interrogation surprise, c'est ça? Non, je crois que Angers était le 44e. Ouais, mais il y a un piège, parce que c'est le 49 qui devient le 44. C'est ça. Voilà. C'était la petite question piège, ça y est, on l'a passé, on peut continuer tranquillement. Augustin devient joueur. Et non. Justement,
On vient de parler de l'Afrique Ouais. il y a quelques instants, donc 26 pays. L'Ordre de Malte intervient dans 26 pays. 33. 33. Ouais. Et en Afrique, combien de pays à peu près? Waouh, bonne question. Alors j'ai pris le rapport d'activité. Je vais essayer voilà, comme ça je vous le passe. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pays en Afrique. 17. Allez, 17. 17 pays en Afrique. Ouais. Comment parvenez-vous à maintenir l'attention des donateurs? On en a parlé tout à l'heure, c'est compliqué depuis quelques années. Sur des crises sanitaires de long cours, alors que l'actualité brûlante, conflits, séismes, capte souvent toute la visibilité. Comment on fait pour justement maintenir l'attention des donateurs? Alors je vais le dire à vous, mais vous ne le répéterez pas. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Et entre vous aussi. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'aller quêter et d'aller lever des fonds pour des activités à l'international. Parce que on n'échappe pas au phénomène Make America Great Again et que les gens disent bah non, on préfère aider en France plutôt qu'aider à l'étranger. Ça c'est une réalité que l'on voit, et puis après il y a des causes qui portent plus que d'autres, et ça va vraiment dépendre de la couverture médiatique et de la crise en elle-même. Je vous prends un exemple très simple, la guerre en Ukraine, c'est une guerre, tout le monde est scotché parce qu'on se dit bah mince, on pensait vivre dans la paix depuis la Deuxième Guerre mondiale et on se rend compte que la guerre ça peut à nouveau revenir en Europe. Vous avez des populations par millions qui sont projetés sur les routes, vous avez l'impression de revivre l'exode de la Deuxième Guerre mondiale, et vous vous dites mais c'est quoi ce délire? Nous, on a mon alter ego polonais qui m'appelle et qui me dit, à l'époque c'était mon alter ego, maintenant c'est l'ambassadeur de Pologne à Paris, qui me dit non mais Cédric, il faut venir nous aider, etc. etc. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour envoyer des médecins, des colis, des ceci, sur la ligne de frontière, on va dire. Là, je ne fais aucun appel à dons et on touche 2 millions d'euros en un mois. Il y a un tremblement en Turquie et en Syrie. Je fais des appels à dons et je touche 360 000 euros en 6 mois. Donc ça va vraiment dépendre de l'émotion que les gens ressentent. Et c'est là où c'est difficile. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des vrais besoins, mais tout le monde s'en fiche. Demain, je dis il faut aller aider en Éthiopie, ou au Soudan où il y a une guerre, etc., où les gens meurent par dizaines de milliers tous les jours. Les Français s'en foutent. Donc je peux faire un appel à dons sur le sujet, mais ça va pas marcher. Il ne va pas marcher. Un séisme, c'est moins bon qu'une guerre. Le séisme, bon, les immeubles bougent, ils tombent. La seule chose qui change derrière, c'est le nombre de morts. Ou le survivant que vous avez retrouvé quelques jours après, 5 jours après. Donc c'est pour ça que c'est très difficile, c'est-à-dire qu'on essaye véritablement d'être partout là où il y a besoin, il y a des causes qui sont plus faciles à financer que d'autres. Et nous, notre job, justement, c'est de dire, bah non, il faut qu'on finance tout, donc il faut qu'on fasse attention aussi dans l'allocation de nos ressources pour que ces besoins puissent nous être, pour qu'on puisse répondre à ces besoins. Ça, après, il faut pas être naïf, il faut le savoir, et puis on essaye d'avancer sur le sujet. Je prends un exemple. Nous, on gère un hôpital en Cisjordanie, donc à Bethléem. Pas mal pour une association catho de se dire qu'on gère une maternité, parce que c'est une maternité qui fait 4000 accouchements, qui accouche la moitié de la population de Bethléem, Bethsalah, Betchaour, à 300 mètres de la basilique de la Nativité où un dénommé Jésus est né. C'est top, ça c'est compréhensible par le public français. Par contre, bande de Gaza, dans le public français, c'est pas possible, c'est complètement... ça devient tout de suite épidermique dans les discussions avec les uns et avec les autres. Vous allez prendre d'autres pays, tels que l'Allemagne ou autres, vous n'avez pas du tout cette perception des choses. Donc moi je dis, ok, très bien, en France, on va se concentrer sur la Cisjordanie, je vais appeler les petits camarades autour, de l'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, pour dire, bah, vous allez aider par contre dans la bande de Gaza. Voilà. Là encore, la force du maillage international qui nous permet de répondre aux besoins. Sur la question de l'humanitaire, j'aimerais là beaucoup plus me concentrer sur vous finalement. On dit souvent justement dans l'humanitaire, on reçoit plus que l'on donne. Vous qui avez commencé sur le terrain, est-ce que vous avez là en tête le prénom, le souvenir d'un prénom ou le souvenir d'un visage qui vous a marqué
et que vous convoquez encore aujourd'hui quand vous faites des maraudes. Ouais, il y a des endroits comme ça, alors que ce soit dans les interventions, dans les gardes-pompiers que j'ai pu faire, etc. Moi, je sais exactement combien j'ai eu de morts, je sais combien. Enfin voilà, je le sais. Et dans les maraudes, oui, j'ai des souvenirs très, très, très précis de 2-3 personnes, parce que vous vous attendez pas à ça, parce que c'est un petit jeune qui est bien sur lui, qui est tout propre, etc. Et puis qui dort au pire endroit de l'esplanade des Invalides. Donc vous dites, il y a un problème là, effectivement. Alors je vais pas plus en révéler que ça, parce que voilà, mais. Ou du SDF qui, à côté de la place de l'Alma, alors qu'il fait -5 dehors, est torse nu, et vous lui dites, mais monsieur, vous êtes fou, vous allez attraper la mort, et il vous répond, c'est exactement ce que je cherche. Mes copains sont morts, et moi, j'ai plus envie de vivre, donc j'ai envie de mourir. C'est ce que je dis souvent. Alors, de Mal, c'est Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, qui a écrit un poème sur la mort des pauvres, et qui dit, c'est la mort qui console, et là, c'est qui fait vivre, c'est le but de leur vie, c'est leur unique espoir. C'est aussi un des trucs pour lesquels on lutte à l'ordre de mal, c'est-à-dire c'est cette désespérance-là. On va vouloir vraiment que les gens, s'en sortent et retrouvent cette dignité pour repartir de l'avant. Ce monsieur, il a juste besoin de parler plus qu'avant de la nourriture ou ce genre de choses. Donc oui, il y a ces choses-là. Après, derrière, il faut essayer de mettre un peu de distance. Autrement, vous vous faites bouffer. C'est comme un médecin. Il ne peut pas porter toutes les misères de tous ceux qu'il rencontre. Moi, quand on emmène des patients à l'hôpital, je ne veux pas trop savoir ce qui se passe derrière. Parce que ça voudrait dire que je rentre dans l'intimité de chacun, et sauf qu'à un moment donné, on est tous des éponges, et c'est pas la peine de traumatiser. Il y en a parfois des interventions qui sont hyper violentes, pour lesquelles on est obligé de faire intervenir des psychologues ou des psychiatres sur les équipes, parce que ça a été hyper traumatique. Comme je vous dis, vous êtes chez les pompiers, vous pouvez arriver sur un suicide, un type qui s'est jeté du 5e étage, et vous avez un carnage sur le trottoir. Bon, quand vous arrivez là-dessus, c'est dur, quoi. On peut pas dire qu'on s'en sort indemne, hein. D'ailleurs, c'est un peu un tabou dont on parle souvent avec les pompiers, mais il y a beaucoup de syndrome post-traumatique, même au sein des pompiers, parce que c'est des choses qui... ça vous laisse pas indemne, hein. C'est-à-dire que vous voyez vraiment des trucs horribles. Et c'est pas forcément médicalement ou autre, hein. Parfois c'est des situations même sociales. Je me rappelle une petite dame de 90 ans qui se faisait frapper par son fils, qui préférait se faire frapper par son fils plutôt que de partir en EHPAD, et qui refusait de porter plainte. Bon, ça c'est d'une tristesse infinie, quoi. Alors on est là pour l'aider, mais derrière, est-ce que ça a vraiment porté du fruit? J'en sais rien. J'espère que oui, mais j'en suis pas sûr. Oui, on ressent votre émotion d'ailleurs quand vous en parlez. Toute dernière question avant de passer à notre dernière rubrique, cette minute dans le vif. C'est une question d'actualité liée à la fin de vie. Vous allez d'ailleurs vous exprimer lundi sur Europe 1 sur la question. En tant que gestionnaire justement d'établissements médico-sociaux, comment l'Ordre de Malte compte-t-il protéger la cohérence des soins face aux évolutions législatives? Sur la question, vous avez exprimé à plusieurs reprises sur cette même antenne d'Europe 1 vos inquiétudes. Ça c'est une question, j'ai combien de temps là? Parce que c'est une question qui est douloureuse et qui est délicate, donc je voudrais pas y répondre en bâclant la chose. Ça va être un préambule vis-à-vis de l'intervention de lundi. Ouais, mais personne veut souffrir. Moi le premier. Moi je suis un peu chochotte sur les bords, j'ai aucune envie de souffrir, et on a tous des expériences dans nos vies qui ont été difficiles, de copains, de grands-parents. Moi le dernier, un copain qui s'appelle Laurent, qui avait 40 ans, qui était en parfaite santé jusqu'à ce qu'on lui découvre un cancer, et qui est décédé en pesant 35 kilos. Et c'est sûr que c'est des moments ultra durs. Mais aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que on veut tous des soins palliatifs, et tout le monde est d'accord. Il faut mettre le paquet sur les soins palliatifs, et il faut y aller, il faut développer les soins palliatifs. Et même si l'argent coulait à flot en France, ce qui malheureusement n'est pas le cas, vous les trouvez où les médecins? Il va falloir 10 ans pour les former. Et donc aujourd'hui, faire croire qu'il va y avoir des soins palliatifs demain partout en France, c'est faux. Et ce que je dis, c'est que là, aujourd'hui, il y a 50% des demandes en France de soins palliatifs qui ne sont pas pourvues. Vous avez 20 départements où il n'y a pas de soins palliatifs. Donc aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, c'est un non-choix pour certaines populations entre tu souffres ou tu te suicides. Et nous, on dit c'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est on veut pas souffrir et on veut accompagner jusqu'à la fin
de la vie. Et il ne faut pas inverser les choses. Et que là, économiquement, on est en train de créer quelque chose qui va être irrémédiable. Et je dis ça, alors les gens me disent « mais pourquoi tu dis ça ?» Au Canada, 20%, un décès sur 20, c'est le suicide assisté. D'accord? En France, il y a 630 000 morts par an. Donc ça veut dire que cette loi, demain, ça veut dire qu'il y a 50 000 personnes, statistiquement, si je refais la règle de 3, qui vont mettre fin à leur vie. Et souvent, c'est des personnes qui sont pauvres, en plus. On le voit dans les maraudes, on le voit dans les... Quand vous êtes riche, quand vous habitez sur la Côte d'Azur, dans un appart qui va bien, que vous avez une mutuelle, une famille, ce genre de choses, vous payez des aides à domicile, une infirmière, et tout va bien. Quand vous êtes pauvre, vous êtes délaissé, etc., c'est quoi ce qui vous donne envie de vivre encore? Et là, quand vous avez des gens qui sont désespérés, là encore, la tentation de vouloir saisir ça. Et donc, vous avez compris, par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'ordre de Malte, c'est pas du tout notre ADN. Notre ADN, c'est d'être une civilisation de l'amour. Et c'est d'aider au max les gens dans toute leur petite fragilité. Et donc, forcément, quand on a ce texte de loi pour les deux seules raisons que je vous ai évoquées là, forcément, on n'est pas d'accord avec ce projet de société, parce que ce projet de société, il va à l'encontre de notre ADN même, qui est de dire on aide tout le monde, quoi que ça coûte, et on les aide jusqu'au bout. Voilà, c'est deux raisons. Et là, je ne suis même pas sur un argumentaire confessionnel ou pas confessionnel. J'ai félicité la présidente communiste du groupe communiste au Sénat la semaine dernière, qui pense exactement la même chose que moi, mais pas forcément sur le même fondement idéologique ou fondement philosophique, mais qui pense exactement la même chose que moi. Et je trouve que ce débat aujourd'hui est bâclé. Les textes ont été revus en même pas 2 jours à l'Assemblée nationale, ça repasse à nouveau en examen lundi prochain, le 16. Il y a des sondages qui sortent qui montrent que les Français veulent les soins palliatifs et ne veulent pas forcément se mettre en l'air. Et puis la loi Leonetti-Claes, avant, telle qu'elle existait, elle laissait des zones de gris. Elle laissait des possibilités pour le médecin d'agir. Alors, il y avait la sédation profonde et continue. Ni plus ni moins qu'un coma, on va se le cacher, mais qui apaisait les souffrances, les douleurs. Il y a une stat qui est frappante, qui a été dit par Philippe Juvin, qui est chef de service à l'hôpital Pompidou à Paris, qui dit que voilà, quand les gens entrent en soins palliatifs, ils sont 3% demandés à se faire euthanasier. Et au bout de 7 jours, ils ne sont plus que 0,3% à maintenir la demande. Mais il faut des moyens pour ça. Et faire croire aujourd'hui aux Français qu'on va mettre les moyens, c'est juste un mensonge politique éhonté. J'étais avec la ministre handicapée vendredi dernier à Sallanches. C'est un mensonge éhonté. On n'a pas les moyens. Et même si on avait les moyens, on n'a pas les médecins. Dans Le Point, il y a 3 semaines, il y avait un article du CHU de Montpellier qui disait « On n'en peut plus, on va faire grève, on n'a pas les moyens dans notre unité de soins palliatifs ». Voilà, je trouve que c'est dommage, que c'est politique, que le président de la République en a fait un de ses marqueurs pour sauver un quinquennat en déliquescence, et qu'on vote des textes comme ça qui vont avoir des effets majeurs sur la société, et je trouve ça extrêmement dangereux. Et vous aurez l'occasion d'en reparler. Donc ouais, mais voilà. Après, je vous le redis encore, personne ne veut souffrir. Moi le premier. Sincèrement, qui a envie de souffrir? Enfin, personne. Donc voilà, mais il faut prendre le problème dans le bon sens, et pas dans le mauvais sens. S'il y avait 100% des soins palliatifs couverts dans notre pays, je dis pas, là on peut se poser la question. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Vous habitez dans le Lot, vous habitez dans les Vosges, vous habitez en Haute-Marne, mais vous n'avez pas de choix. Ça n'existe pas. Oui, complètement. On va passer à la dernière rubrique de notre émission. La minute dans le vif. La caméra est juste en face de vous et vous avez 1 minute pour répondre à la question que je vais vous poser tout de suite. Si vous aviez en face de vous un jeune qui souhaite s'engager dans l'Ordre de Malte, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors je lui dirais, ami jeune, si tu veux venir, si tu veux donner du sens, du sel dans ta vie, si tu veux lui donner du piquant, si tu veux sortir de ta routine, à ton rythme, en fonction de ce que tu peux donner et ce que tu veux donner, eh ben, tu vas sur le site internet de l'Ordre de Malte, ordredemaltefrance.org, tu cliques ton arrondissement ou ton département, tu choisis ce que tu veux faire, tu testes,
Et je suis persuadé de toute façon que tu resteras, parce que tu trouveras qu'on reçoit beaucoup plus que ce que l'on donne nous-mêmes. Merci Cédric Chaleret-Durieux d'avoir été notre invité exceptionnel ce soir. Un entretien très intéressant. On a appris beaucoup de choses, moi le premier. Et merci également Augustin et Alice pour nos 2 reportages brillamment menés. On a appris tout autant de choses. Merci à vous, chers viewers, de nous avoir suivis une nouvelle fois en ce mercredi. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour vous tenir informés de l'actualité de Fréquence ESJ. On se retrouve demain, je l'espère. Et puis n'oubliez pas, Génération Municipale, en partenariat avec la nouvelle revue politique, Louis Sidbon, Claire Ledu et Arnaud Benedetti, qui seront avec Benjamin Morel dès demain. Excellente soirée à vous et à très vite sur les antennes.